Our birds are flying high, you know how I feel. Comment allez-vous? Au moment d'enregistrer ceci, on sort de tellement belles fins de semaine que c'est complètement grisant. J'aimerais en profiter pour vous remercier tous ceux qui m'ont écrit des super commentaires par rapport au début de la saison 7. On a déjà Nick Aubé Cubel, Catherine Harvey-Pinard et c'est Kevin Poulin, si je me trompe pas, qui sont déjà sortis comme épisode. Donc merci, ça fait extrêmement chaud au cœur alors que la température, elle, descend. Alors, merci vraiment, c'est super. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous et d'écouter les épisodes. On est extrêmement zouzou. Content, je pense que c'est ça le mot. On est content d'être là. Et voilà. Parlant de tant qu'être dans les remerciements, j'en profite pour remercier tous les gens qui étaient à mon spectacle de de Rosemère. Excuse, j'étais à Rosemère à matin. Game de hockey. À Terrebonne, hein? Rive-Nord. Lapsus de Rive-Nord. Merci à tous les gens qui étaient à Terrebonne. J'ai fait mon show solo, essai-erreur, mon rodage. Samedi dernier, au moment d'enregistrer ceci, avec nul autre que votre humble serviteur Chucky Pellerino en première partie, qui était absolument tout feu, tout flamme. Et ça a été un autre super plaisir. J'avais même fait tirer quelques paires de billets sur ma page Instagram. Et on était encore une fois complet, deuxième fois complet à Terrebonne. Et honnêtement, j'ai l'impression que personnellement, c'était un de mes meilleurs spectacles. J'avais un loosey-goosiness. J'ai vraiment eu du fun. Donc, merci à tout le monde qui se sont pointés à Terrebonne au Foutoir. D'ailleurs, si vous êtes à Terrebonne, vous n'êtes pas au courant de ça. Il y a un comedy club qui s'appelle le Foutoir, qui est ouvert pendant la pandémie, mais qui est super. Un genre de mini, en termes de setting, c'est un mini bordel sur la Rive-Nord. Donc, si vous n'êtes pas encore au courant de ça, allez voir ça. Il y a des soirées d'humour, tout ça, et c'est super. Donc, merci à tout le monde qui est venu au spectacle. C'était un de mes plus... je pense que c'était une de mes performances préférées à date depuis que j'ai commencé à faire le spectacle. Essai-erreur, le rodage. D'ailleurs, speaking of the devil, êtes-vous dans la région de Québec ou les environs? Parce que je suis là au moment que ça passe public. Donc, je vais être à Québec dimanche. Dimanche le 20... je vais pas dire n'importe quoi. C'est-tu 20 ou 22 novembre? Colin. Peut-être. 20, pardon. Donc, dimanche le 20 novembre, je serai à Québec City, dans une des salles préférées des humoristes au Québec. J'ai nommé le Petit Champlain. Donc, au moment d'enregistrer ceci, 2 semaines avant la diffusion officielle, il reste déjà pas tant de billets dans la salle du Petit Champlain. Donc, si vous entendez ceci et que vous êtes lundi de la semaine du 20 novembre, et dépêchez-vous, allez voir sur mon site, parce que ça se peut qu'il en reste peut-être déjà plus ou quoi. Dans tous les cas, je vous le dis, hurry up. Petit Champlain, ça va être absolument fun times. Je suis allé cet été au Comédia, j'ai été déjà 2 fois à Québec, ça a toujours été un super plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit en Mauricie, dans les environs. Pour le moment, j'ai pas encore de date dans votre coin, mais Québec is the next best thing. Donc, venez faire un tour à Québec. Et bonne nouvelle, les gens qui m'ont demandé est-ce que je reviens sur l'île de Montréal. Oui, je reviens le 1er décembre. Dans tous les cas, Québec, Montréal et toute autre date future. Peut-être que j'en ai déjà des nouvelles que j'ai sorties depuis que j'ai enregistré ceci. Ça se passe tout au davidbocage.com. OK! En espérant de vous voir là, à Québec, ça va être... J'ai déjà hâte au spectacle. OK! J'allais dire ce soir, mais aujourd'hui, dépendamment de quand vous écoutez ça, on a un épisode que c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils cliquaient sur les épisodes quand les noms leur disaient rien, ils étaient encore plus curieux de savoir qui est cette personne, qui allons-nous découvrir aujourd'hui. C'est exactement le genre d'épisode que c'est aujourd'hui. Peut-être que vous ne connaissez pas le nom de François Fortin. C'est un arbitre qui a évolué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant plus d'une décennie. On va en parler, il va se présenter, puis on a un super podcast qui est extrêmement articulé, très volubile. Ça donne un excellent épisode et ça a été un plaisir de le rencontrer. Je l'ai rencontré le 29 juillet 2022. Ouais, voilà, j'en dis pas plus. Donc, le voici, Monsieur François Fortin. Drette sur le tape avec David Bocage. Bon, là, il y en a qui vont peut-être se demander c'est qui François Fortin ou qui se demandent qui est-il? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont une équipe junior majeure. Je suis sûr savent très bien qui est François Fortin. François Fortin, oui. Comment vas-tu?
Ça va super bien, David. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. 13, est-ce que tu me corriges moi si je me trompe? 13 saisons comme arbitre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Yes. C'est bien ça? 13 ans, 650 matchs. Aïe. 651. Wow. Tout ça d'un petit cul de Chibougamau. Alors, c'est là que ça devient intéressant aussi. Chibougamau, je te vois à la face, David. Ah, j'ai été plus qu'une fois même. T'es allé faire des spectacles là-bas? Exactement. Peu de gens peuvent dire qu'ils sont allés à Chibougamau s'ils viennent pas de là. Peu de gens, effectivement. Même que quand j'ai été, la dernière fois, j'ai dit, hey, je pense que c'est ma première fois. Puis il y a une fille à la fin dans les photos qui m'a dit, non, t'étais venu avec Sam Breton. J'ai fait, tabarouette, c'est vrai. Puis récemment, il y a 2 semaines, au moment d'enregistrer ceci, j'ai reçu une commande sur notre site parce qu'on a du gear qu'on vend d'un gars de Chappet. Tout juste à côté. Tout juste à côté. Chappet, qui certains connaissent comme étant la ville natale de 2 frères. Absolument. Le groupe de musique, évidemment. Et donc, oui, Chappet, et donc Chibougamau. Donc oui, j'ai été à Chibougamau. Puis écoute, si je me trompe pas, je suis peut-être même allé l'hiver. Puis c'est une bonne chose parce que l'été, on sait que il y a de la mouche pas mal à Chibougamau. Ah ouais, hein? Mais Matagami par rapport à Chibougamau? Plus vers l'Abitibi. OK. Une couple d'heures au nord de Amos. OK. De Chibougamau, je te dirais peut-être 4 heures de route. Okay. Là, il y a un petit raccourci là, à Lebel sur Quévillon là, que tu peux couper puis t'en aller à Matagami. J'ai aussi joué à Lebel sur Quévillon. Oh! Oui, mais bref, aussi. Mais oui, parce que Matagami, je me souvenais, dans cette run-là, parce qu'on a clairement tout fait le nord en même temps, je me souviens là, très clairement de Matagami moins 35. Là. Tu sais, c'est pas une joke. Là, on s'en souvient de ces journées-là. Je me souviens, je pense que je revenais d'Australie pour aller voir ma sœur. Puis la semaine après, je me souviens voir la neige jusqu'à la lumière. Tu sais, la lumière d'une intersection, là, pour faire... Le décalage est très, très rough en ce moment. Tout ça pour dire, Chibougamau. Oui, natif de Chibougamau. Yes. Et toujours des racines qui sont là. Mes parents sont toujours là. Mon frère aussi est retourné là après ses études. Moi, je suis parti de Chibougamau à 18 ans, mais je suis natif de Chibougamau. Puis je suis très, très fier de ça. Très fier de mes racines. Ouais. Je me souviens que récemment, dans un projet sur lequel je travaillais... humoristique. Quelqu'un avait utilisé, où on s'était fait envoyer un texte, puis je me souviens que le référent pour la ville loin qui avait été utilisé, c'était Chibougamau. C'est toujours ça. Puis on était comme, hey, c'est trop cliché. Comme ça, trop. Je me mettais à la place de quelqu'un de Chibougamau, je fais comme, c'est trop. Tu sais, oui, évidemment, il y a une musicalité, là, les gens aiment dire Chibougamau, mais j'ai fait, non, c'est trop cliché, on dit pas ça, puis on l'a changé. On dirait que c'est souvent ça, la référence. Ouais. Quand on pense à un endroit qui est isolé et reculé, c'est souvent ça. Oui, c'est isolé, mais quand tu y penses, ça me prend moins de temps de chez moi à Lévis d'aller à Chibougamau que d'aller, mettons, tantôt, on parlait de la Gaspésie, puis on parlait de la baie des Chaleurs parce que je sais que tu as des racines là. Ouais. Mais ça me prend un petit peu moins de temps à aller à Chibougamau que d'aller, par exemple, à Carleton-sur-Mer. Oui, ben oui. Fait que, y a-tu du tourisme à Chibougamau? Y a-tu des gens qui viennent? C'est beaucoup du tourisme au niveau de la nature, évidemment. Puis, tu sais, je sais que la pêche durant l'été est très, très populaire parce qu'au niveau des plans d'eau là-bas, je sais qu'on accueille à Chibougamau beaucoup de touristes américains qui viennent à Chibougamau pour la pêche dans la région. D'ailleurs, tu parlais de Chappet. Il y a un gros festival du Doré qui a lieu fin juin, début juillet, qui attire beaucoup de monde avec des bourses incroyables. Alors, c'est beaucoup la nature qui attire les gens là durant l'été. Wow. Il y a beaucoup de touristes américains aussi qui viennent pêcher en Gaspésie, là, les rivières. Là, comme... Les rivières à saumon, ouais, exactement. Bobby Orr est venu pêcher. Il n'est pas qu'américain, là, mais Bobby Orr est venu pêcher sur la Cascapédia. Des présidents américains sont venus pêcher sur la Cascapédia. Tout ça pour dire, je dois en profiter pour saluer tous les gens qui nous écoutent, peu importe où vous êtes au Québec, et un petit clin d'œil particulier aujourd'hui aux gens de Chibougamau, Chappet, tout le coin de ces régions-là. Puis quand j'ai reçu justement quand j'ai reçu la commande, j'avais même mis une rondelle, tu sais, en tout cas, bref, signée au gars qui avait, je pense que c'était André, son nom, en tout cas, bref. Puis il m'a répondu après ses réseaux sociaux. Il m'a dit merci, on t'écoute dans le Nord. Donc,
C'est ça la beauté du podcast. On voyage et peu importe d'où vous nous écoutez, puis on salue les gens de Chibougamau ou Chapais, de ce coin-là. Chapais, qui n'était pas connu d'ailleurs pour un incendie fameux d'une église. Oui, tu connais bien ton histoire de Chapais. 1980, 1er janvier, alors c'est les festivités du Nouvel An de 1980 à la salle communautaire de Chapais. Puis il y a quelqu'un qui a mis le feu à un sapin de Noël. Puis tu te doutes que le sapin était naturel à l'intérieur de la salle. Mm-hmm. Puis il y a eu un incendie qui a décimé la salle, puis il y a eu 40 ou 40 quelques décès suite à cet incendie-là. Fait que oui, ça a été une histoire, c'est une page importante de l'histoire de Chapais, c'est une page triste, mais tu sais, c'est ça revient dans les discussions. Mais même de l'imaginaire collectif québécois, ça avait quand même marqué, tu sais, aussi, c'est pour ça que c'était pas juste local, ça avait marqué le Québec. Je me souviens, ça fait évidemment longtemps, mais bref. Ouais. Dans un ordre d'idée plus joyeux, ta carrière comme je le disais, d'arbitre dans le junior majeur, puis les gens qui ont leur équipe junior majeur ont sûrement vu. Est-ce que vous aviez votre nom dans le dos, les arbitres dans le junior majeur ou non? Quand j'ai débuté, oui. Quand t'as débuté? Quand j'ai commencé en 2001, on l'avait. Okay. Mais au fur et à mesure, on l'a remplacé ça par un chiffre. Il me semble que ça fait quand même, je pense que c'était 2003 ou 2004 là, dans ce coin-là. C'était un chiffre. Aujourd'hui, les arbitres dans le junior majeur, ils ont, en plus d'avoir le chiffre, ils ont aussi le nom maintenant. Ça fait peut-être 5-6 ans de ça. Ah, c'est revenu donc, le nom. C'est revenu en plus c'est seulement dans les 3 ligues juniors canadiennes. Dans la Ligue nationale, c'est juste un chiffre. Ouais. Fait que le nom seulement, là, ça a disparu quelque part en 2003 ou 2004, là, dans ces eaux-là. Même que quand tu as commencé, toi, dans le junior majeur, j'ai lu que vous étiez il y avait seulement un arbitre. Exact. Ça a été un arbitre jusqu'en 2006. Okay. Puis après ça, on a commencé le système à 2 arbitres, 2 juges de ligne, donc système à 4 officiels à partir de la saison 2006-2007. Puis à ce moment-là, c'était pas à temps plein non plus, là. C'était un certain pourcentage de matchs qui étaient arbitrés à 4. Je pense qu'à l'époque, quand on a débuté ça, c'était 50% des matchs qui étaient arbitrés à 4. Puis au fur et à mesure, là, au fil du temps, là, je pense que 2 ans après, 2-3 ans après, on est arrivé à un système où est-ce que 100% des matchs étaient arbitrés à 4 officiels. Parle-moi un peu parce que ça, tu t'en as déjà mentionné, puis ça explique un peu aussi la raison pour laquelle ils sont passés à 2 arbitres. Toi, tu l'as vu là, de tes yeux vus, tu étais sur la glace, au niveau de la glace. Parle-moi de l'augmentation, parce qu'on n'arrête pas de dire, oh là, OK, ça va plus vite, c'est meilleur, les gars s'améliorent. Toi, tu l'as vu au junior, donc avant même que les gars montent pro. Parle-moi de l'augmentation du niveau de jeu puis de la vitesse. T'as assisté à ça? Absolument. Il y a 3 éléments pour moi qui sont déterminants par rapport à ça. C'est que de un, les joueurs aujourd'hui sont entraînés mieux que jamais, là, plus que jamais. Là. C'est des gars qui s'entraînent 12 mois par année. Ça fait que c'est un peu des machines. Ça fait que ça, c'est le premier élément. Les gars sont plus en forme, sont plus gros, ça patine. Ça fait que ça, c'est un élément qui contribue. Deuxième élément, la fameuse ligne rouge pour, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, les 2 lignes. Tu sais, la passe de 2 lignes qui était pas permise. Tu sais, tu pouvais pas faire une passe à partir de ta zone défensive qui pouvait être interceptée, qui pouvait être reçue en zone neutre au-delà de la ligne rouge. Ouais. Ça faisait en sorte que le jeu pouvait moins s'étirer. Puis là, on a décidé d'enlever ce règlement-là pour favoriser l'offensive. Fait que veux pas, ça fait en sorte que ça a accéléré le rythme du jeu. Puis le 3e élément pour moi, c'est au niveau de la réglementation. Rappelle-toi à l'époque où est-ce que Mario Lemieux avait compté un but à Boston, je pense, avec 3 joueurs des Browns sur le dos qui accrochent puis qui retient tout ça. Ça fait que ça, on a fait un nettoyage un peu là, tu sais, au niveau de justement réduire l'accrochage, réduire l'obstruction, éliminer tous les gestes pour retenir l'adversaire. Fait que ça donne plus de liberté aux patineurs, aux bons patineurs. Fait que, tu sais, je pense que ces 3 éléments-là ont fait en sorte que le hockey est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, ultra rapide. Puis effectivement, à un moment donné, tu sais, un arbitre, ça devenait plus difficile un petit peu de suivre les changements de direction puis suivre le rythme.
c'est pas parce que les arbitres étaient moins en forme ou quoi que ce soit, mais c'est juste une adaptation. Puis de cette façon-là, ben avec le système à 4 officiels, on venait aussi un peu éliminer certains gestes qui pouvaient avoir lieu, mettons, en arrière du jeu, là, que l'arbitre ne pouvait pas toujours voir dans le système à 3 officiels. Ouais. Alors, ça aussi, je pense que ça a été une bonne décision aussi en bout de ligne de le faire. Aujourd'hui, ça serait comme impensable de penser à un mode où il y a juste un arbitre avec tout ce qui se passe, la rapidité à laquelle ça se passe. Ben, écoute, au niveau de la Ligue nationale, on oublie ça. Il faut se rappeler aussi, mettons, la East Coast League, l'an dernier, utilisait un système à 3 officiels. Ah ouais, hein? Puis, pour moi, je trouvais ça un peu une aberration. Là, le calibre de jeu est quand même rapide dans la East Coast. Je sais qu'ils vont faire des ajustements pour la prochaine saison. C'est certain qu'il y a un enjeu financier par rapport à ça, au niveau des coûts d'opération. Je sais qu'il va y avoir un certain pourcentage de matchs qui vont être à 4 dans la East Coast, mais effectivement, c'est impensable là, avec la vitesse à laquelle ça roule aujourd'hui. Là. Ouais. C'est ça. Surtout que l'East Coast, c'est quand même une ligue professionnelle. Là, je veux dire, on est Absolument. même un calibre plus élevé que le junior majeur. Tantôt, tu as parlé, tu as dit 651 games que tu disais. Ouais. 13 ans. Tu n'as pas nommé le nombre de kilomètres, mais je veux dire, combien de kilomètres tu faisais par année quand j'ai lu dans un article, tu disais que tu peux être à Bécomo le mardi et être à Gatineau le vendredi. C'est vrai, ça? Oui, absolument. Wow. Puis, c'est surtout, mettons, il y a une époque où est-ce que quand tu débutes dans le junior majeur, ben, tu es toujours arbitre dans les ligues provinciales, tu sais, parce que à la fin de ma carrière, je faisais exclusivement la Ligue junior majeure du Québec, avec un peu de hockey universitaire, peut-être un match par mois. Mais quand tu commences, là, au début de ma carrière dans le junior, tu sais, on parle des années 2001, 2002, 2003, j'arbitrais dans le junior majeur, il y avait le junior 3A, universitaire, il y avait une ligue collégiale à l'époque qui est revenue depuis ce temps-là, mais qui a disparu un bout de temps puis qui est revenu, plus le midget 3A. Ça fait que, tu sais, c'était 5 ligues. Fait que souvent, tu sais, on était appelés à partir, puis tu sais, je faisais à peu près, là, mettons, au total tout, comme on dit, là, des 5 ligues, là, je faisais peut-être entre 15 et 20 matchs par mois. Wow. Puis, tu sais, c'est beaucoup de routes. Fait que je me rappelle, dans ces années-là, il y a 2 ou 3 hivers consécutifs, là, où est-ce que j'ai fait autour de 70 à 75 000 kilomètres par année, par saison. C'est beaucoup. Tu sais, mais c'est quand on ajoutait toutes ces ligues-là, toutes ces... Fait que c'était du stock. Quand arrivaient les séries, mettons, là, c'était très intense. Pas souvent à la maison. Ouais. Je me rappelle une fois, tu sais, Bécomo un mercredi, le lendemain soir à La Chine. Fait que, tu sais, puis après ça, le vendredi à Saint-Jérôme. Samedi, un petit midget à la maison à Lévis, tu sais, un petit répit. Mais tu sais, c'était un peu comme ça que ça fonctionnait. Jamais de vol, jamais d'avion là-dedans? C'est arrivé quelques fois pour les voyages dans les maritimes. Mm-hmm. Mais c'est pas arrivé souvent. Puis souvent, tu sais, dans les maritimes, moi, je partais de Québec, je m'en allais, tu sais, je commençais mon voyage à Bathurst, mais tu sais, je pense que ça me prenait moins de temps d'y aller en auto que de prendre l'avion à Québec, de me rendre à Montréal parce qu'il y a pas de vol direct, tu sais, mettons à Moncton ou à Halifax de Québec. Mais souvent, tu sais, je commençais mon voyage à Bathurst, ça fait que, tu sais, ça me faisait 6 heures de route. 6 heures de route, c'était quasiment la routine, là, tu sais, pour nous autres, là, tu sais. Puis, fait qu'on commençait là, puis après ça, on finissait la tournée, on descendait à Moncton, Saint John ou Charlottetown. Mais c'est quand même assez rare. Aujourd'hui, je pense que les gars dans le junior majeur, tu sais, c'est très, très rare qu'ils vont aller dans les maritimes. À l'époque, on le faisait un petit peu plus. C'est qui? Les arbitres des maritimes sont uniquement dans les maritimes, j'imagine? C'est ça, exactement. Ouais. Au niveau du staff d'arbitre du junior majeur, ben, t'as quand même un groupe qui est basé dans les maritimes qui s'occupe de la division des maritimes là, à ce moment-là. Puis tu parlais de 75 000 kilomètres, mais toi, c'est parce que t'avais un job aussi, là. Ça, c'était pas ton gagne-pain principal. C'était quoi ton emploi, on pourrait dire, de jour? À ce moment-là, je travaillais pour une entreprise en géomatique dans la région de Québec. Qu'est-ce que c'est de la géomatique? Géomatique, c'est, dans le fond, c'est la combinaison de 2 mots, géographie et informatique. Ah. Donc, tu sais, les systèmes d'information géographique, donc c'est tout ce qui est relié à la cartographie, mettons, et tout ça.
OK. Donc, les systèmes d'information géographique. Donc, on met sur support informatique, dans le fond, c'est les CAP, tout ça. Puis moi, je travaillais pour une petite entreprise de Québec. Puis c'est sûr que je pouvais travailler à distance. Je pouvais combiner. J'étais capable quand même de m'organiser. Puis j'avais un employeur qui était hyper compréhensif par rapport à ça. C'est un gars qui avait aucun attrait, mettons, il n'était pas attiré par le sport ou quoi que ce soit, qui vivait pas ma réalité, mais pour lui, de me voir heureux là-dedans, puis de voir que je m'épanouissais là-dedans, puis en autant que le travail soit fait, c'est que ça m'a vraiment beaucoup aidé par rapport à ça. Puis cette personne-là, au niveau j'ai trouvé ça très humain de sa part. Puis aujourd'hui, je suis gestionnaire. Je travaille pour Desjardins Assurance aujourd'hui. Je suis gestionnaire. Puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré sur le volet humain. Il y a des gens qui ont des passions qui sont différentes des nôtres, mais il faut respecter ça. Puis il a été une des personnes qui m'a beaucoup aidé là-dedans à justement pouvoir vivre cette passion-là, puis pouvoir me laisser des disponibilités nécessaires pour pouvoir le faire. Parce que des fois, on partait, mettons, on allait faire un programme double en Abitibi. C'est pas toujours la fin de semaine. Des fois, ça pouvait être un mardi, mercredi soir. Fait que je me mettais disponible, mais je me mettais disponible parce que lui voulait bien que je sois disponible, puis lui acceptait ça. Fait que c'est une personne qui a été très, très appréciée puis très influente dans ma carrière. Oui, définitivement. Puis c'est cool que ça t'a inspiré. Puis je pense qu'avec le télétravail aussi, comme on l'a appris un peu dans les dernières années, comme ça a ouvert plein d'options auxquelles on n'aurait peut-être jamais pensé n'eût été d'une pandémie mondiale, si point positif il y a dans tout ça. Tu parlais de justement, ça, t'as ton gagne-pain principal, tu jumelles l'arbitrage à ça. À quoi ça ressemble un salaire d'arbitre / juge de ligne dans le junior majeur? Comment ça fonctionne? Il y a un honoraire, pour chacun des matchs, tu es payé pour le match en tant que tel. Donc, un honoraire de match. Une paye pour le match en tant que tel. Ouais. Tu es aussi remboursé, pour exemple, quand tu passes sur la route au niveau per diem, pour les repas. Puis celui qui utilise sa voiture, évidemment, il y a un remboursement en lien avec le kilométrage. Tu voulais-tu, mettons, un ordre de grandeur au niveau du chiffre? Là? Ouais, un genre de ballpark, ouais. Peut-être pas à jour, là, au niveau de comment on peut gagner. Mais écoute, si je me rappelle bien, à l'époque, là, c'était au-dessus de 200$ du match pour l'honoraire de match. Et le kilométrage, là, c'était le taux. J'imagine que les gars sont remboursés au taux là, que ça doit être autour de 45-50 cents du kilomètre là, aujourd'hui. Là, mais à l'époque, c'était peut-être un petit peu moins. Mais ça peut paraître, somme toute, quand même assez payant, mais faut pas oublier le temps que les gars passent dans les voitures, le temps que les gars passent à voyager. J'irais pas jusqu'à dire payant. Je t'avoue, je trouvais ça quand même assez modeste, là, pour être honnête, avec ce que ça implique. Ouais, est-ce qu'il y a des fois, il y en a qui font des calculs, puis là, ils additionnent les sommes, puis là, t'as ton millage pour aller à Bécomo, puis tout ça, puis à Rouen, puis sauf que, avec tout le temps qu'on passe là-dedans, je peux te confirmer qu'on faisait pas ça pour l'argent. On faisait ça pour la passion. Ouais, vraiment. Puis est-ce que ça existe dans le junior majeur des arbitres qui font ça à temps plein? Ou des juges de ligne? Pas à ma connaissance, mais c'est sûr que il y a peut-être des gars qui sont encore là, je suis pas dans le secret des dieux, mais il y a des gars qui arbitrent junior puis qui vont à l'université en même temps, qui commencent leur vie, mais je pense pas qu'à ma connaissance, il y a des gars qui fassent ça à temps plein. Puis à mon souvenir, peut-être dans la Ligue de l'Ouest, il y en a déjà eu à l'époque. Mais je sais pas aujourd'hui si ça fonctionne encore de cette façon-là. Parce que on parle du territoire, la Ligue de l'Ouest est encore plus grand que celui de la Ligue junior majeure du Québec. Là. Ça part du nord-ouest des États-Unis jusqu'au Manitoba. C'est que je sais qu'à ce moment-là, il y a déjà eu quelques arbitres qui étaient à temps plein. Mais à ma connaissance, là, je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui au Québec puis dans les Maritimes. Est-ce que tu as déjà eu l'ambition d'arbitrer professionnel? Oui, absolument. Je pense qu'à quelque part, quand tu arrives dans le junior majeur, je pense que c'est toujours un rêve un peu, là, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a une question de timing là-dedans, beaucoup. Il y a une question de aussi connaître les bonnes personnes, les contacts et tout ça. Fait que malheureusement, pour moi,
ça n'a pas fonctionné. Puis je l'ai compris quand même assez vite. Ceci dit, ben, tu sais, ça m'a pas empêché. Puis, tu sais, j'ai eu quand même, je considère que j'ai eu quand même une super belle carrière au niveau junior. Puis, tu sais, avec le recul aujourd'hui, puis avec la famille, j'ai 2 enfants, tout ça, tu sais, je sais pas à quel point j'aurais été fait pour avoir une carrière d'arbitre dans la Ligue nationale, parce qu'encore là, c'est très exigeant. Je sais que, tu sais, les déplacements, les gars sont pas souvent à la maison durant la saison. Alors, tu sais, je sais pas à quel point j'aurais été fait pour ça. Tu sais, on le saura jamais. Ouais. Mais, tu sais, en anglais, on dit c'est un commitment, là, c'est un engagement vraiment important, tu sais. En même temps, tu veux faire partie de la meilleure ligue au monde. Fait que, tu sais, peut-être qu'à 25-30 ans, je serais embarqué, mais aujourd'hui, tu sais, à 46 ans, avec le recul, tu sais, je suis quand même fier de ce que j'ai fait, puis je veux dire, il arrive rien pour rien dans la vie non plus. Mais est-ce que des fois tu te dis, parce que là tu as des enfants, je sais pas tes enfants au quel âge sont encore à la maison? J'ai un gars de 17 ans puis une petite fille de 9 ans aussi. Bon, tu vois, t'as encore peut-être ta fille t'en as pour encore quelques années, tu sais, avant qu'elle quitte la maison, mais est-ce que des fois tu te dis, hey, beau petit projet de retraite ou de pré-retraite de recommencer à arbitrer, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que, tu sais, quand tu vas avoir pas d'enfant à la maison, puis peut-être qu'un jour, tu te prends ta retraite de ta job de jour, est-ce que tu te dis, ben là, je vais pouvoir faire la route que je veux, prendre les matchs que je veux? Est-ce que tu repenses à comment tu pourrais retourner en arbitrage ou non, c'est fini? Non, honnêtement, non, je pense pas, parce que, tu sais, je sais pas à quel point je serais capable de suivre la game aujourd'hui avec l'âge que j'ai, tu sais. Mais en même temps, tu sais, mais c'est drôle que tu me dises ça, parce que mon garçon a commencé à arbitrer l'année dernière. Wow. Puis, en plus de faire junior majeur, j'ai arbitré aussi Ligue nord-américaine de 2016 à 2019. Puis depuis 2019, j'avais pas touché à la glace vraiment. Puis là, ben, avec le projet de mon gars qui a commencé à arbitrer, ben là, tu sais, j'ai embarqué sur la glace l'année passée, puis j'ai recommencé, puis tu sais, je fais peut-être 15-20 matchs avec lui, là. Mais tu sais, ça m'a permis de vivre ces moments-là avec lui. J'ai fait son premier match avec lui, puis on a arbitré au tournoi public de Québec ensemble. Tu sais, de pouvoir quand même encore le faire, ça me permet de vivre ces moments-là, puis c'est super le fun. Puis après ça, ben, sans être normalement sur la glace, ben, je le suis aussi beaucoup, là, tu sais, au niveau de ça. Puis en tout cas, la première année, il a beaucoup aimé ça, le premier contact. Pour moi, c'était important aussi de pas le forcer à faire ça. Il fallait que ça vienne de lui. Puis la première année jusqu'à date, ça s'est super bien passé. Puis là, ben, il a bien hâte de recommencer. Fait que c'est un peu de cette façon-là aujourd'hui que je vis ça, mais c'est certain que tu sais, je pense que je vais continuer à être impliqué. Puis je sais pas si tu savais, tu sais, je suis encore impliqué au niveau Hockey Québec, au niveau du superviseur des officiels. Fait que tu sais, ça me garde un peu dans le cercle, puis ça me garde en contact avec ce milieu-là que j'adore. Gros moment père-fils là quand même d'arbitrer. Ça devait être quand même assez touchant d'embarquer avec de reprendre le sifflet pour dans ce contexte-là. C'était quel calibre de hockey que vous aviez arbitré? Il me semble que le premier match au niveau scolaire, c'était un M13 ou M15 là, quelque chose comme ça. Puis lui, c'était dans son premier match. Fait que tu sais, c'est un niveau quand même, c'est un beau niveau quand même pour quelqu'un qui commence. C'est sûr que mon fils jouait aussi au hockey là, jusqu'à l'an dernier. Là, il a fini son midget l'année passée. Puis c'est un gars qui connaît son hockey, il a un bon sens du jeu aussi. Ça fait que on a commencé comme ça M13, puis ça s'est très, très bien passé. Là. Il a été beaucoup en période d'apprentissage, je te dirais peut-être avant les fêtes l'année passée. Mais il a eu la chance quand même de faire des beaux matchs là, par la suite. Là, ça s'est rendu jusqu'à M18. Il a fait une coupe de matchs dans le midget espoir aussi. Ça fait que, tu sais, lentement mais sûrement. Puis ça a été une super expérience. Là. Ça a été, écoute, tu peux pas, je sais pas, c'est des enfants, David. Non. À un moment donné, tu sais, pas encore. À un moment donné, la fierté, là, tu sais, j'étais super fier de ça. Puis je pense que lui aussi était content que je puisse l'accompagner là, pour cette journée-là. Est-ce que vous étiez les deux arbitres? Non, lui, moi j'étais arbitre pour ce match-là, puis lui était juge de ligne. Lui, moi j'ai été arbitre toute ma carrière. Mm-hmm. Mais lui, il a fait quelques matchs à 2 officiels. Tu sais, le système à 2 existe pour les calibres un petit peu moins élevés. Puis il a pas aimé particulièrement tu sais le rôle d'arbitre. Fait que lui il veut vraiment se concentrer pour le travail de juge de ligne. Oui. T'as-tu de la visite? Oui, c'est ça. Oui, la visite de mon chien. Ah, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça.
Fait que lui, là, il veut se concentrer pour le juge de la ligne. Ouais, Tu sais, voilà. il y a le physique aussi, là, il est à 6 pieds 3 à 17 ans. Ça fait que tu sais, il veut se concentrer là-dessus, puis c'est parfait comme ça. C'est pas dit qu'un jour, il voudra peut-être pas l'essayer comme arbitre, mais tu sais, on verra, puis c'est lui qui décidera. Est-ce qu'il t'a demandé des conseils? Oui, il pose beaucoup de questions. C'est ça qui est le fun aussi. C'était quoi les questions qui t'ont marqué, ou tu trouvais que c'était des bonnes questions ou des... Tu sais, comment tu réagis dans telle situation? Tu sais, des fois, tu sais, quand tu commences, des fois, là, quand un joueur s'emporte ou quand un entraîneur questionne, tu sais. Fait que, tu sais, beaucoup de questions par rapport à ça. Tu sais, la communication, tu sais, comment tu gères ça, tu sais. Beaucoup de questions aussi au niveau de la réglementation. Puis souvent, des fois, tu sais, on regarde la télé, tu sais, des clips vidéo, ils me posent beaucoup de questions aussi tu sais, dans telle situation, comment tu le vois? Tu sais, il m'envoie un clip sur Internet. Tu sais, toi, comment tu le vois? Ça fait que on voit, il est intéressé, c'est ça qui est le fun. Quand il développe cette passion-là, c'est super intéressant. Quand il y a des jeunes qui commencent à l'arbitrage, évidemment, il y a certaines pressions, c'est pas facile. C'est quoi les conseils que tu aimerais donner aux jeunes qui commencent en arbitrage? La persévérance, c'est super important. Il va y avoir certains soirs où ça va être décourageant. Non pas parce que le jeune va se questionner sur son rendement, mais tu sais comme moi, tu sais, les parents, c'est un fléau. Oui. Les entraîneurs aussi, tu sais, des fois qui font pas toujours attention à nos jeunes officiels. C'est qu'on a beaucoup de jeunes officiels qui abandonnent. Mm-hmm. Fait que tu sais, des fois, c'est de s'accrocher, d'être persévérant. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, il y a une carapace qui pousse, là, tu sais, un peu à un moment donné, avec l'expérience, tu deviens de moins en moins affecté par ça. Mais, tu sais, quand tu commences à 13, 14, 15 ans, puis que tu fais face à un adulte ou à un parent, ou un adulte derrière le banc, des fois, ça peut être difficile. Fait que, tu sais, des fois, c'est de persévérer, puis de se faire confiance aussi. Là, je pense que c'est deux choses qui sont quand même importantes là, quand tu commences. Raconte-moi, je sais pas si tu te souviens, il y a un exemple que tu avais vu à Saint-Gilles il y a une couple d'années d'un arbitre. Ça te dit de quoi? Raconte-moi ce que tu avais vu à ce moment-là. Oui, Saint-Gilles, écoute, mon fils jouait, je pense que c'était midget 2B ou en tout cas. Puis, tu le sais, là, je veux dire, tout le monde le sait, on est en pénurie d'officiels un peu partout. Je fais que je me présente là, je m'en vais voir mon garçon, puis finalement, ben l'arbitre qui est là, il est tout seul à faire le match. Puis visiblement, un midget 2B pour lui, il est peut-être pas rendu là, tu sais, au niveau de son cheminement, puis au niveau de son apprentissage. C'est difficile, c'est pas facile, puis tu vois qu'il y a un manque d'expérience, fait que là, tu sais, moi je dis, regarde, tu sais, il est pas à sa place, puis c'est une conséquence directe de ce qu'on vit présentement, tu sais. Il y a eu des matchs d'ailleurs l'année passée qui ont été annulés, mais en tout cas, c'est pas facile, tu sais. Fait que, tu sais, il est arrivé ce qui devait arriver. Tu sais, il a perdu un peu le contrôle du match, puis tu sais, c'est normal aussi. Fait que là, les parents, c'était pas Jojo. Les joueurs pouvaient comprendre aussi, mais tu sais, on sentait qu'il y avait un peu de frustration. C'est que tu sais, moi après ça, j'ai juste allé, je suis descendu, je suis allé le voir, je suis allé l'encourager. Puis tu sais, j'ai trouvé un petit gars qui était en larmes, là, tu sais, il était détruit, là, tu sais, puis fait que tu sais, je suis juste allé le voir et lui dire, hey, tu sais, décourage-toi pas, tu sais, accroche-toi, puis tu sais, mais c'est un peu plate parce que ce jeune-là, il a pas été placé dans la bonne situation parce qu'on manque d'arbitre, tu sais, il a pas été placé dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire son travail, puis tu sais, après ça, ben quand tu sors d'un match comme ça, c'est là que le jeune se remet en question, c'est là que le jeune se dit, hey boy, tu sais, c'est-tu fait pour moi ce travail-là? Fait que tu sais, j'ai essayé de l'encourager du mieux que je peux, puis d'essayer de l'influencer à s'accrocher. Puis je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui avec ce jeune-là. Je sais pas s'il arbitre encore, mais si on peut, tu sais, en tout cas, si on peut faire, tu sais, aider ces jeunes-là. Puis tu sais, ça amène aussi une prise de conscience qu'il faut avoir en tant qu'adulte responsable. Moi, je suis père de famille, puis j'ai été père de joueur de hockey, puis des fois, il faut apprendre à se contrôler un petit peu dans les estrades. T'sais. On en a parlé, tu sais, puis c'est un thème récurrent, là, puis ça l'a encore plus dans les dernières années, mais
la pénurie d'arbitres, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il manque autant d'arbitres de manière cruelle? Là, tu sais? 2 facteurs, je te dirais, vite comme ça, David. Ben, je pense que, tu sais, l'abus, c'en est un. Puis là, on en parle de plus en plus. Tu sais, il y a une tendance changeante, je pense. Mais il y a encore du travail à faire. C'est certain que, tu sais, le petit gars, là, puis l'autre, le petit gars qui se fait harceler, là, ben, tu sais, entre ça, puis aller travailler au McDo à 15-16 piastres de l'heure en commençant, des fois, le choix est quand même facile à faire, tu sais. Mm-hmm. Fait que, puis le deuxième facteur, ben, c'est un peu ça, tu sais, j'en parle, tu sais, il y a d'autres emplois qui sont disponibles aussi, il y a un besoin, fait que, tu sais, peut-être que le job d'arbitre est moins sexy dans ce temps-là avec tout ce que ça implique, tu sais. Toi, tu es impliqué à Hockey Québec encore, tu sais, comme superviseur des officiels. Quelle manière, parce que tu sais, il faut être créatif quand même, là. Comment est-ce qu'on pourrait trouver une manière... Oh, pardon? Tu m'entends plus. Moi, je t'entends. Oh! Là, je t'entends. T'es revenu. OK, parfait. Ça vient de revenir. OK. Tu m'entends-tu? Excuse-moi. Oui, c'est de mon côté. Téléphone, il a sonné. Téléphone, quand il sonne, il va sur ça a comme... j'avais pas serré mes AirPods. Ça a comme retombé des AirPods. Ah, il a reconnecté. Désolé. Pas de trouble. On a du montage pour ça. Ouais, c'est ça. J'imagine. Non, ça, je disais... toi qui es impliqué justement chez Hockey Québec, tout ça, de quelle manière on peut... mousser puis essayer d'amener des jeunes à arbitrer parce que évidemment je pense que c'est des jeunes du hockey, il y a des jeunes qui jouent dans plein de calibre, c'est ces gens-là là, qu'il faut exactement. Comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour stimuler justement le nombre d'arbitres, produire plus d'arbitres au Québec, pas produire dans le sens de juste en avoir assez pour nos ligues. Moi, je pense qu'il faut vendre un peu mieux le job d'arbitre. Parce que là, présentement, ça n'a pas super bonne publicité, tu sais. Je pense qu'il faut le vendre un peu mieux. Puis justement, tu sais, c'est drôle, ça fait longtemps que j'ai réfléchi à ça, tu sais, peut-être faire une tournée, tu sais, des équipes de hockey, tu sais, c'est pas vrai que dans les programmes, tu sais, que ce soit scolaire ou hockey civil, c'est pas vrai que tous ces joueurs-là vont se ramasser à jouer du hockey de haut niveau. L'arbitrage est une super alternative pour toucher à du hockey que, tu sais, super intéressant. Puis le meilleur exemple, c'est moi. Tu sais, j'ai joué à Chibougamau. Tu sais, je viens de Chibougamau, j'ai joué là. J'ai joué midget A. Puis là, je suis parti étudier à Sherbrooke. C'est là que j'ai commencé à faire du hockey compétition un petit peu comme arbitre. Puis, tu vois, ça m'a amené à un niveau que jamais j'aurais pensé me rendre, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, là, tu sais, je pense qu'il y a une certaine continuité, tu sais, par rapport à la carrière de joueur, tu sais, éventuellement. Je pense qu'il faut, mieux vendre le job d'arbitre, mieux le publiciser, faire une tournée. Puis c'est quelque chose qui me trotte un peu dans la tête de dire, ben, tu sais, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour, justement, convaincre des gens d'embarquer dans le bateau? Puis c'est peut-être par, tu sais, faire la tournée des écoles, je sais pas, là, tu sais, donner une conférence d'une demi-heure, 45 minutes sur c'est quoi le travail, puis, tu sais, il y a des choses positives là-dedans, là, qui ressortent, tu sais, c'est pas juste du négatif, là, d'arbitrer. Non, c'est un beau métier, puis c'est une belle job qui est pas valorisé, puis qui est un peu vendu comme le méchant à la lutte, là, tu sais, le méchant arbitre. Ouais, absolument. La personne qu'on aime détester. Alors que personne s'est mis dans ces souliers-là, tu sais. Mais il faudrait que je retrouve, il y a un gars qui est passé au podcast qui s'appelle Jack Han, qui a travaillé comme assistant coach, entre autres avec l'organisation des Maple Leafs dans la Ligue américaine, mais il écrit beaucoup, lui, sur le hockey, puis d'essayer de trouver souvent des solutions. Puis il faudrait que je retrouve l'article, mais je me souviens qu'il y avait une affaire qu'il avait écrit sur, par exemple, les jeunes, mettons, qui ont un scholarship pour jouer au hockey, par exemple, au niveau collégial. Tu sais, par exemple, mettons que c'est un scholarship pour jouer au hockey, que ça vienne avec un nombre d'heures d'arbitrage, tu sais. Donc, d'intégrer ces jeunes-là dans le système, tu sais, qui est un exemple. C'est super bon, puis ça te permet aussi de développer peut-être une meilleure connaissance de certains règlements. Ben oui. X, Y, Z, puis souvent, exact. La source de conflit dans certains matchs, parce que les
les gens ne connaissent pas nécessairement certains règlements ou quoi que ce soit. Ça fait que, effectivement, ça peut être une super belle solution. Là. Très bon. Ça, c'est intéressant, les règlements. Tu sais, moi, des fois, je regarde des trucs puis je fais comme, hey, je regarde hockey depuis une vingtaine d'années, tu sais, puis genre, il y a plein d'affaires, je fais, hey, ça, c'est quoi la règle? Dans ce cas-ci, c'est quoi la règle, tu sais? C'est quoi les règles qui te viennent en tête quand tu dis les règles les moins bien connues ou des spectateurs, tu sais? Les moins bien connus. Sur lesquels il y a peut-être le plus de quiproquos, tu sais, ou de... Ah, mon Dieu, non, ça, dans ce cas-ci, c'est la marche à suivre et la suivante. Il y en a-tu que tu te dis, mon Dieu, j'ai dû l'expliquer souvent, celle-là, ou... On dirait, il y a peut-être une situation, exemple, une punition retardée. Exemple, trop de joueurs sur la patinoire. Souvent, les gens ils ont le réflexe de penser que aussitôt qu'il y a 6 joueurs sur la glace, il faut que le jeu soit arrêté puis que la punition soit décernée. Mais ça demeure quand même une pénalité à retardement comme n'importe quelle pénalité qui est décernée pendant le match. Fait que si moi, je vois qu'il y a 6 joueurs sur la patinoire, mais que c'est pas l'équipe fautive qui est en possession de la rondelle, ben moi, je lève le bras puis j'attends que l'équipe fautive soit en possession de la rondelle. Puis pendant le 5-10 secondes, des fois que fait que là, le club a le temps de se rendre compte qu'il était 6, fait que là, ils reviennent 5. Fait que, tu sais, des fois, les gens, ça crie 6, 6, 6, mais tu sais, on l'a noté, là, qu'ils sont 6. C'est juste qu'il faut attendre que l'équipe fautive prenne possession de la rondelle. Fait que, tu sais, c'est un exemple. C'est pas aussi la seule, une des seules ou une des rares punitions qui peut être appelée par un juge de ligne aussi? Absolument. Une des rares, les juges de ligne sont de plus en plus, ils peuvent appeler des pénalités majeures, des pénalités de double mineur aussi, des choses comme ça. Fait que les juges de ligne ont quand même un peu du pouvoir. Tu sais, quand ils voient quelque chose, des fois, dans le feu de l'action, puis dans le système à 3 officiels, tu sais, des fois, ça va arriver. Oui, puis ils sont beaucoup consultés là, par les arbitres, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu? Tu sais, évidemment, c'est dur de tout voir. C'est un grand travail d'équipe, puis c'est important aussi de valoriser ce travail-là du juge de ligne. Parce que les gens pensent qu'ils sont là juste pour siffler des dégagements, faire des mises en jeu, puis séparer les escarmouches. Là. Mais ça va plus loin que ça. Tu sais, c'est 2 paires d'yeux supplémentaires sur le jeu. Puis je vais te dire, dans ma carrière, il y a eu des situations où est-ce que, tu sais, surtout en début de carrière, où est-ce que, tu sais, quand tu commences, ben, tu sais, quand tu es content d'avoir des juges de ligne qui ont un petit peu plus d'expérience, qui vont t'aider à te guider, ils vont te donner des trucs sur la patinoire, entre les périodes. Fait que faut vraiment pas minimiser ce travail-là, effectivement. Non, vraiment pas. Là. Puis, tu sais, va te mettre entre les 2 gars qui te donnent des coups de poing là, pour... ils n'ont mangé, les juges de ligne, des coups de poing à la tête, là, tu sais, par accident. Absolument. Puis, tu vois, c'est pas exactement facile. D'ailleurs, Pierre Champoux, qui était venu au podcast, tout un gaillard, là, il était assez... oui, tout à fait. Assez costaud, merci. Qu'est-ce que tu trouvais le plus dur, toi, comme arbitre? La portion que tu trouvais le plus dur, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je trouvais le plus difficile? Faut que j'y pense à celle-là, honnêtement. On est des passionnés. On aime ça, on en mange. La critique, à un moment donné, c'est certain que plus jeune, ça nous affecte peut-être un petit peu. Avec le temps, c'est certain que tu sais, des fois, là, c'est ça, c'est l'incompréhension de certains partisans, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, tu comprends aussi dans le processus que le partisan, il y a un parti pris. Là. Moi, je suis là pour appliquer les règles, je suis là pour que le jeu soit sécuritaire pour tout le monde. Y a-t-il un élément que j'aimais moins? Honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à ça, David. J'allais dire, pas tant avec tes mémoires que tu trouvais plus difficile ou qu'est-ce qui était le plus challengeant, en fait. Tu sais, comme par exemple, c'est comme une genre de deuxième sous-question, mais tu sais, c'est beaucoup de la gestion d'humains, être arbitre. Tu gères des humains. Il y a un côté très parental, mais pas au sens péjoratif, mais tu sais, tu gères des joueurs, tu gères des entraîneurs, tu gères la foule, tu gères il y a beaucoup de communication d'impliquer. Ben, c'est sûr que la communication, au début, c'est plus difficile parce que tu sais, quand t'arrives, t'as moins d'expérience. Tu sais, veux pas, t'as pas de crédibilité. T'arrives dans la ligue, fait que tu sais, faut que tu prennes le temps de bâtir cette crédibilité-là. Faut que tu prennes le temps aussi de bâtir les relations. Puis, tu sais, la communication, tu sais, au début, tu sais, t'as beaucoup à apprendre de ça.
Puis au fur et à mesure que ça va, ben là, tu sais, je pense que tu développes de quoi. Puis je vais donner un bon exemple par rapport à ça, tu sais. Quand j'ai commencé dans la Ligue, ou pas longtemps après, tu sais, Éric Veilleux était entraîneur-chef à Shawinigan. Puis moi, je commençais. Puis tu sais, je sais pas pourquoi, tu sais, ça cliquait pas, ça marchait pas, tu sais. La relation n'était certainement pas à ce moment-là ce qu'elle est devenue un petit peu plus tard, quand Éric était à Bécomo, à la fin, quand j'ai fini ma carrière en 2014, c'est lui qui était là. Puis, tu sais, on a pris le temps de développer puis d'entretenir cette relation-là. Lui, il a pris de l'expérience. Moi aussi, j'ai pris de l'expérience de mon côté. Je me suis bâti une crédibilité. Puis, tu sais, notre relation était très, très bonne à la fin comparativement à ce qu'elle était au début quand lui était à Shawinigan. T'sais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un bel exemple d'évolution, autant de son côté que du mien. Puis comment tu gères un coach qui se met à te crier après, qui perd la carte? Je veux dire, comment toi tu gères ça comme arbitre? Ben, c'est sûr que ce que tu veux, c'est d'établir un dialogue à un moment donné, tu sais. Non plus, tu sais, le coach qui crie, tu vas essayer comme de comprendre qu'est-ce qui se passe en premier. Puis tu vas essayer de le calmer aussi, deuxièmement. Puis troisièmement, tu vas essayer justement de le ramener puis de comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis de faire comprendre à l'entraîneur que, regarde, tu gagneras pas nécessairement à me crier après, tu sais. Le pire qui va t'arriver, le mieux qui va t'arriver, c'est que tu vas avoir ton avertissement, tu vas avoir une mineur de banc, tu vas t'expulser ou quoi que ce soit. Tu sais, je comprends qu'il y a de l'émotion, mais les entraîneurs n'ont rien à gagner à agir de cette façon-là. T'sais. C'est où que tu traçais la ligne, toi, entre le gars est émotif, puis là, j'appelle une punition contre le coach? Je vais être honnête avec toi, David, c'est rare quand même que j'ai donné des mineurs pour conduite non sportive à un coach. Sans dire que j'étais tolérant, à un moment donné, je pense que c'est ça, faut que tu saches tracer ta limite. Puis à un moment donné aussi, les coachs apprennent à te connaître. Puis ils savent jusqu'à où la limite est, tu sais. Ils n'ont pas besoin de se rendre. Fait que, ils me connaissaient assez pour dire, bon, ben, OK, tu sais, je me rends là. Puis un qui était très, très bon là-dedans, c'était Richard Martel, tu sais, du temps qui était à Chicoutimi. Ouais. Richard, tu sais, la rivalité était forte avec Québec. Tu sais, les matchs Chicoutimi-Québec, c'était quand même assez intense à ce moment-là. Puis, tu sais, écoute, Chicoutimi, je pense que j'ai les arbitré au moins 2 fois par mois. C'est que, tu sais, Richard me connaissait quand même très, très bien. Puis, il savait exactement quand est-ce s'arrêter, tu sais. Puis, des fois, c'était juste une question d'un coup d'œil. Je faisais juste de regarder. Puis, lui comprenait que là, c'était assez. Puis, j'avais même pas besoin nécessairement d'aller le voir ou d'y expliquer. Puis, lui, il comprenait. Mais ça, c'est quelque chose qui se développe, tu sais, avec le temps. Puis, ça, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, on vient qu'à développer certaines relations, tu sais, puis c'est un peu de cette façon-là que ça va fonctionner dans certaines situations. Ça, c'était, j'allais dire, ça t'est arrivé souvent de sortir des coachs de la game? Non, pas nécessairement, honnêtement. Je me rappelle pas dans ma carrière junior d'avoir expulsé un coach. C'est peut-être arrivé 2-3 fois, là, mais tu sais, j'ai pas d'exemple là, qui me saute aux yeux. Là. C'était qui les coachs les plus bouillants auxquels tu as eu à faire face? Ouais? Les plus bouillants. Benoît Groux à Gatineau. Oui. C'est quelqu'un qui pouvait être quand même assez intimidant pour un jeune arbitre. OK. Puis, tu sais, après ça, tu sais, le bouillant, tu sais, j'ai connu Doris Sabonté aussi à Rimouski, qui est un super, tu sais, en dehors de la glace, tu sais, c'était le numéro 1. Puis des fois, il était très émotif pendant le match. Puis c'est correct aussi, tu sais. On comprend aussi que ça fait partie de la game, tu sais. Puis d'autres coachs où est-ce que, tu sais, qui sont, mettons, sans dire bouillants, mais tu sais, mettons, quand ils lèvent le ton, tu sais qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Parce que normalement, tu les entends pas. Puis là, whoop, et tu sais là, qu'il s'est passé quelque chose de grave, puis parce que tu sais, normalement, ça crie pas, ça dit pas un mot, mais tu sais, je pense à André Tourigny dans le temps qu'il était à Rouen, tu sais. C'est un gentleman, c'est un chic type, tu sais. On avait toujours une bonne relation avec, mais tu sais, quand il y avait quelque chose, il criait pas nécessairement, mais tu sais, quand il faisait venir au banc, ben tu sais, c'est parce qu'il se passait quelque chose, là, puis tu sais, ça se pouvait que j'ai manqué le bateau ou j'ai manqué quelque chose sur la patinoire.
Tu savais que c'était pas pour... il te faisait pas venir pour rien ou pour retarder le match. Non, exactement. Il y a des coachs qui vont l'avouer, puis je pense que le plus récent que j'ai vu le faire, c'est peut-être John Cooper, mais il y a des fois un coach, il décide de se faire sortir. Ça fait comme pratiquement partie de son... il veut montrer à ses gars que... T'sais, souvent, c'est dans des espèces de défaites démesurées. Là, ils se font battre 10-3, puis il est comme, bon, ben, m'a donné un show, puis là, les gars vont voir que je me mets la tête sur le bio, puis il va te poivrer jusqu'à temps que tu le sortes, parce qu'il veut juste que tu le sortes. Il veut juste ça. Puis, tu sais, ils veulent... à un moment donné, on vient qu'à comprendre que c'est ça l'objectif aussi. Tu sais, il veut juste ça. Tu sais, 10-3, il est juste tanné d'être là. Il veut juste partir. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, pourquoi pas y rendre service? Joindre l'utile à l'agréable. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton truc ou que, tu sais, par rapport à gérer des, tu sais, mettons les joueurs aussi, tu sais, les joueurs, les coachs souvent c'était des adultes quand même, là, tu sais, alors que les joueurs, tu sais, t'avais quand même des ados entre les mains, là, tu sais, qui sont justement qui sont des à vif, peut-être. Puis comment tu faisais pour gérer ça? Puis ça versus des adultes, il y avait une différence dans la manière que tu gérais? Honnêtement, pas vraiment. Parce que, tu sais, la communication est là. Puis, tu sais, c'est ça. C'est à un moment donné, tu établis une ligne de communication. C'est sûr qu'il y en a des joueurs, tu sais. Le joueur qui arrive dans la ligue à 16 ans versus le vétéran de 20 ans, c'est complètement différent aussi, tu sais. Mm-hmm. Fait que souvent, les trucs qu'on avait, tu sais, on s'appuie un peu sur les vétérans, des fois, quand on a des messages à passer, parce que, justement, le vétéran a une influence, que ce soit, tu sais, dans le vestiaire ou avec ses entraîneurs, tu sais, puis c'est d'établir cette ligne de communication-là. Mais ça revient beaucoup au thème de la communication, tu sais. Faut parler, faut entretenir la relation. Tu sais, puis c'est un peu de cette façon-là qu'on peut désamorcer certaines situations. Oui, il y a des jeunes qui ont une certaine maturité, on les identifie, on est capable de créer un lien et tout ça. Mais c'est beaucoup via la communication qu'on va arriver en bout de ligne à être capable de gérer certaines situations. Puis des fois, on a besoin de lever le ton un peu, puis c'est correct aussi, tu sais. À un moment donné, on peut pas accepter ce qui est pas acceptable. Puis des fois, il y a des messages qu'il faut qu'ils se passent pendant les arrêts de jeu, puis c'est, tu sais, les vétérans sont capables aussi de le prendre un petit peu plus. Là, est-ce que d'être arbitre, t'as comme pratiqué à être parent? Ben oui, absolument. Ça m'a pratiqué pour être parent. Ça m'a pratiqué pour être gestionnaire dans ce que je fais aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses que j'ai tirées de l'arbitrage qui me sont utiles dans la vie aujourd'hui. Rester en contrôle, tu sais, c'est un challenge des fois, les enfants, tu sais, des fois ils nous poussent à bout de temps en temps, c'est correct, mais tu sais, dans des situations, tu sais, je pense que c'est l'arbitrage qui m'aide beaucoup là-dedans. Prendre des décisions rapides, comme tu sais, des bonnes décisions rapides, le bon jugement. Tu sais, des fois, comme employeur, il faut prendre des décisions aussi qui sont corsées. Fait que, tu sais, avoir du courage, tu sais, puis ça, c'est quand je ramène ça à l'arbitrage, ben, tu sais, le courage de donner 5, 6 pénalités consécutives à l'équipe locale, quand il y a 10, 12, 15 000 personnes dans les estrades, ben, tu sais, aujourd'hui, quand je gère des situations avec mes employés, ben, tu sais, sans dire que c'est plus facile, parce qu'il y a un aspect humain aussi là-dedans, mais, tu sais, je pense que ça m'a, tu sais, l'expérience que j'ai acquise au hockey me motive beaucoup dans des situations comme ça dans mon travail. C'est quoi, François, un bon arbitre? Définis-moi un bon arbitre. Un bon arbitre, ben, premièrement, ça prend des qualités athlétiques, ça c'est bien sûr. Tu sais, faut être un bon patineur. Puis c'est surtout dans le jugement, tu sais, quelqu'un qui a un bon jugement, parce la fameuse phrase, tu sais, l'arbitrage, tu sais, c'est 10% le livre des règlements, mais 90% de jugement. Fait que ça prend un bon jugement. Ça prend quelqu'un qui est capable d'entretenir les relations, que ce soit avec les joueurs, les entraîneurs ou même avec ses propres collègues. Donc, tu sais, la communication, on en a parlé déjà beaucoup. C'est au-devant. Tu sais, même si c'est juste 10% de la tâche, mais le livre des règlements, il faut que tu le connaisses. Puis ça, tu sais, c'est quelque chose que je répète souvent à nos jeunes officiels. Tu sais, il faut connaître nos règlements. Puis quelqu'un qui, tu sais, garder son calme, dégager une certaine prestance. C'est que ça aussi, ça peut être une qualité qui est
qui est très prisé là, pour notre domaine. Je te demande parce qu'il y a comme une subjectivité, hein, tu sais, quand les gars jouent au hockey dans la saison régulière, puis après ça en série, bon, les règlements sont étirés comme un élastique. Mm-hmm. Puis il y en a qui disent pourquoi ils appellent plus les punitions? Il y en a qui disent non, faut laisser les séries, laisser les gars jouer. Il y a comme une certaine zone grise, il y a une marge de manœuvre, tu sais, puis certains disent non, ils devraient appliquer les règlements Aziz, même en série. Tu sais, comment cette année, c'est que ça devient subjectif. Tout le monde n'est pas d'accord sur le type d'arbitrage qu'ils veulent, on dirait. Exactement. C'est un bon point que tu amènes là. Souvent, les arbitres vont réagir aux directives des ligues. Il faut pas oublier ça. Tu sais, les gens ont souvent tendance à penser que ça vient de l'arbitre puis que c'est vraiment l'arbitre qui a décidé de mettre son sifflet dans ses poches en troisième période. Là. Je pense la tendance s'en va moins vers ça. Je pense qu'on veut plus arbitrer que gérer. C'est sûr qu'il y a certaines situations où est-ce que, on le voit, là, tout le monde le voit, là, dans la Ligue nationale. Ça peut arriver aussi dans le junior majeur de temps en temps. Mais, je veux dire, là, il y a des directives de Ligue aussi qui existent. Puis, les arbitres s'adaptent à ça aussi. Mais c'est certain que je pense que c'est une culture qu'il va falloir travailler sur la culture du hockey par rapport à ça, parce que si on veut en arriver à un sport qui est arbitré de la même façon, par exemple, qu'au football, où est-ce que, on appelle vraiment les pénalités du début à la fin, je pense qu'il y a un changement qui a été fait, quand on a réduit l'accrochage puis tout ça, ça a amené plus de pénalités un petit peu. Mm-hmm. C'est certain qu'il y a encore, je pense, un petit peu de travail à faire par rapport à ça. Mais, je veux dire, là, à un moment donné, là, c'est peut-être la Ligue qu'il va falloir qu'ils prennent le leadership aussi de dire, à partir de maintenant, là, on va appeler tout ce qu'il y a à appeler pendant les 3 périodes. Un peu comme la Ligue nationale a pris le leadership quand était le temps d'enlever l'accrochage, puis la retenue, puis l'obstruction. C'est parti de la Ligue nationale, puis après ça a descendu dans tout le reste du hockey professionnel et amateur. Parce qu'on dit, on veut pas que les arbitres décident du match, puis le contrebande. Non, mais ça fait l'effet contraire. Exactement. De toute façon. Tu veux pas décider, mais dans le fond, tu décides parce que tu scores plus rien. Exact. Comment tu trouves, quand tu regardes, mettons, puis j'imagine que tu es encore un fan de hockey, tu vois les séries, tu sais, puis tu vois quand les punitions sont appelées, quand elles sont pas appelées, on va seulement caler quand ça amène à des chances de marquer directement, parce que là, ça impacte le match. On considère plus grandement. Comment toi tu l'interprètes comme ancien arbitre, ce genre d'arbitrage, ces choix-là, en fait? Je veux dire, comme je te dis, c'est une culture qui est bien présente. Mm-hmm. Pour moi, je me dis, ça dépend toujours de quel côté tu te places. Je veux dire, comme arbitre, si les gars ils ont eu cette directive-là, c'est sûr que moi, je regarde ça, je me dis, cette infraction-là, tu l'as appelée au milieu de la saison, là, tu l'appelles plus, tu sais pourquoi? Tu l'as appelé au début du match, tu l'appelles plus là, pourquoi? Tu sais, c'est certain que, on se pose des questions, mais, comme je te disais, moi, je pense que ça vient pas nécessairement des gars eux-mêmes. Je pense que des fois, ils ont des directives ou quoi que ce soit, puis, c'est comme on disait, on veut pas influencer le match, mais en bout de ligne, ça a une grande influence. Il faut pas, à l'époque, quand j'ai commencé, on était beaucoup dans la gestion du match. Mm-hmm. Là, il faut se rendre à un point où il faut l'arbitrer le match aussi à un moment donné. Là, mais il y a quand même, c'est ça, mais il y a quand même un écart. Puis, c'est pas tout le monde aussi. Tu questionnerais des coachs, des directeurs gérants. Probablement que ça finirait 50-50. Mm-hmm. Je pense que c'est très, très partagé comme situation. Tu as sillonné toutes les arénas des équipes juniors majeures du Québec. Quelles étaient les arénas les plus intimidantes pour un jeune arbitre? Moi, j'ai commencé à Shawinigan, c'était l'aréna Jacques Plante. Oui. C'était assez spécial comme endroit. Les fans très proches, avec l'éclairage un peu jaune. Là. Fait que, c'était quand même assez spécial comme endroit. Les fans, des passionnés, puis ils se gênaient pas aussi. Là. Fait que ça pouvait être quand même assez intimidant. L'ancienne aréna à Gatineau, là, Robert Gartin, dans les séries, c'était magique. Là. C'était une vieille bâtisse, il y avait beaucoup d'ambiance à ce moment-là.
Ben, c'est certain que, tu sais, Québec, chez nous, tu sais, moi, j'ai pas arbitré au Centre Vidéotron, j'ai arbitré au Colisée Pepsi. Ben, tu sais, c'était spécial, là. Tu sais, il y avait des soirées, là, 12, 15 000 personnes, là. Tu sais, c'était des belles soirées. Puis, Bécamo, tu sais, c'est une petite arena, 3000 places, mais des gens passionnés, puis bruyants, comme ça se peut pas. Ça fait que c'est des beaux endroits. J'ai eu la chance d'y aller à l'Arena à Bécamo aussi. C'est, tu sais, tu l'as dit, là, les gens sont passionnés, les fans, tu sais, des fois, il y a des games qui s'échauffent. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu t'es senti, que tu sentais que ton intégrité physique était compromise, que ce soit dans le stationnement après la game? Honnêtement, pas nécessairement. Tu sais, j'ai déjà reçu du verbal un petit peu, là. L'intégrité physique, c'est pas arrivé. Je me rappelle une fois au hockey mineur, tu sais, j'arrivais dans la région de Québec, là, fin des années 90, où est-ce que il y a un père de famille là, dans un junior 2B qui m'avait frappé pendant le match. Là. Il avait grimpé à baie vitrée, puis ben non. Il était pas content, puis moi j'étais comme stationnaire, puis bang, il m'avait ramassé avec un coup de poing dans l'arrière de la tête, je sais pas trop quoi. J'avais porté plainte puis tout, en tout cas. J'avais eu comme sentence de suivre un cours d'arbitre. Fait que j'ai trouvé ça excellent. Wow. Ouais. C'est c'est comme un cours d'empathie. Ouais, c'est ça. Tu vas venir t'asseoir, là, puis fait que c'est très, très bon, mais tu sais. Ben voyons donc. Mis à part ça, honnêtement, puis tu sais, souvent dans les matchs juniors, tu sais, quand on sort de là, les fans sont partis. C'est sûr que des fois. Non, honnêtement, j'ai jamais senti que menacé physiquement ou quoi que ce soit. C'est certain que des fois, tu te fais tanner. Là. À l'époque du Colisée Pepsi, l'entrée nord-ouest, quand on sortait de là, il y avait des fans, il y avait des parents de joueurs, fait que des fois, on se faisait un peu tirer à la pipe, mais honnêtement, c'est quand même. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir des partisans de l'aréna comme arbitre? Non. Est-ce que l'arbitre a le pouvoir? Non, mais la sécurité, c'est des fois, dans certaines situations où est-ce que, par exemple, l'entraîneur se faisait un peu garrocher des choses, c'est déjà arrivé. Là, l'entraîneur se faisait tirer des objets en arrière du banc. Et là, on appelait la sécurité, puis la sécurité gérait ça. Mais tu sais, d'autres situations, rappelle-toi, Chicoutimi, Québec, quand il y a eu la mêlée générale avec Jonathan Roy, qui a agressé Bobby Nadeau. 2008. Moi, ça, c'était le match numéro 2 de la série. Après ça, il y a eu 3-4 à Québec. Puis moi, j'ai fait le match numéro 5. Fait que dans le fond, c'était le premier match à Chicoutimi depuis la foire. Et là, j'ai jamais vu autant de sécurité qu'à ce moment-là. C'était incroyable. Les équipes ont fait leur période d'échauffement séparément. Parce qu'il y avait peur que ça explose. La tension était au couteau. Les policiers, les agents de sécurité, les nous voir avant le match. C'est assez spécial, assez explosif. Mais tu sais, pas de dire, tu sais, moi, ma sécurité physique, là, honnêtement, c'est pas arrivé. Il y a un de mes juges de ligne qui a déjà été agressé pendant un match, par exemple. C'est un ami qui s'appelle Nicolas Piché. On était dans un match universitaire à Trois-Rivières. Puis, c'était un match de série, si je me rappelle bien. Mais le joueur s'appelait Brett Cook, je me rappelle. Il jouait pour l'université, je pense que c'était Nipissing. Puis, à un moment donné, dans une échauffourée, il avait décidé de larguer 2 uppercuts à Nicolas. Finalement, ce joueur-là, il a été banni à vie du hockey. Là. Il y a eu une sentence quand même exemplaire de ce côté-là. J'espère que Nicolas est correct aussi, parce que... Oui, Nicolas est correct. Nicolas a poursuivi sa carrière. Très belle carrière, d'ailleurs. Coupe Memorial, puis de sélection internationale aussi. Ça fait que il s'est très bien remis de ça, Nicolas. Est-ce que toi, tu as déjà été attaqué par des joueurs? Non. Pas à ma connaissance. Tant mieux. Non, c'est jamais arrivé. Oui, c'est une bonne chose. Est-ce que dans ta carrière dans le junior majeur, tu peux dire
qui est le joueur que tu as l'impression d'avoir le plus pénalisé? C'est sûr que tu dois savoir. Tu dis, il y a du monde là au top de ma liste. Là. Ils ont joué 4 ans. Je les ai croisés souvent. Ils étaient mal commodes. Écoute, ouais. C'est qui les noms qui te viennent en tête? On en a passé des joueurs, hein. Je me rappelle d'Alex Bourret. Tu te rappelles-tu d'Alex Bourret? Oui, il n'a pas d'arrêté repêché, si je ne me trompe pas, par Atlanta. Mais Atlanta, exactement. Il avait été un premier choix overall junior, puis après ça, il a été repêché à Atlanta. C'était pas un client commode. À un moment donné, il jouait à l'Weston. Les Maniacs. Il y avait les Maniacs, il y avait lui, Jonathan Paiement dans cette équipe-là, Alexandre Picard, Simon Courcelle. Picard, le défenseur ou l'attaquant? L'attaquant. L'attaquant, OK. C'était pas des soirées faciles à l'Weston, des fois. Alex Bourret, là, le règlement de clipping, là, en tout cas, là, tu sais, la mise en échec d'un genou, là. Mm-hmm. Les gars se baissent pour frapper d'un genou. Ouais. Là. Je pense que ça a été inventé grâce à Alex Bourret, ce règlement-là. C'était un maître pour appliquer ce genre de mise en échec dans le junior. Un Brad Marchand avant son temps. Brad Marchand, tu veux-tu qu'on en parle de Brad Marchand? Oui. Tu l'as arbitré? C'est ça. Oui, il a joué à Moncton, il a joué à Halifax, il a joué à Val-d'Or. Oui. Fait que, écoute, tu vois comment ça fonctionne pour lui dans la Ligue nationale. C'est un peu de même dans le junior majeur. Après ça, qui d'autre? Écoute, on a tellement vu passer des joueurs. Alex Bourret. Ça en est un bon. Oui, Alex Bourret. Après ça, tu sais, faudrait. Mais tu sais, je te dirais, Brad nous a tous marqués. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que faisait Brad Marchand? Oui, écoute, c'est un agitateur. Là, il faisait aller. Il parlait beaucoup. Il parlait pas. C'est correct aussi, tu sais, c'est de bonne guerre. Là. Ben oui, lui, il parle pas. Nous autres, en tant qu'arbitre, il faut comprendre le rôle qu'il jouait dans une game. Là, parce que toi aussi, ça se passait français et anglais. Là. Toi, j'imagine tu passais d'une langue à l'autre, là, parce que tu sais, au Québec, très francophone, mais j'imagine Brad Marchand, là, tu te ramasses en anglais tout d'un coup. Oui, puis même, tu sais, même dans les équipes québécoises, tu sais, il y a des joueurs qui parlent anglo, ça fait que ça se passe beaucoup dans les deux langues, effectivement. Les meilleurs joueurs que tu as eu la chance de voir, tu dis, wow, j'ai quand même eu la chance de voir de proche des talents de cet ordre-là. Crosby. Rimouski, donc 2000. En tête de liste. 4 et 6. J'en ai tellement vu. 2004-2005, exactement. Claude Giroux. Marchand, tu sais, t'as pas le choix de dire. Tu sais, c'est un joueur quand même dominant aujourd'hui dans la Ligue nationale. Après ça, David Desharnais. Chicoute. En plus d'être un bon joueur, tu sais, c'est un chic type. T'es venu au podcast? Jonathan Drouin, Nathan McKinnon. McKinnon, c'est la crème, là, McKinnon. Toi, t'as arbitré dans le fond jusqu'en quelle année? 2014. Ah, donc t'as juste pogné, juste à temps pour pogner McKinnon, justement. Oui, exactement. Ouais, dans ces années-là. C'est pas mal ça. Chris Letang. Oui, Letang. Était très, très bon. C'est ça, là. On pourrait continuer, là, parce que je suis certain que j'en oublie. C'est ça, les gars. Mais c'est les noms qui me viennent en tête. Radulov a été tellement dominant aussi à Québec. La légende veut qu'il était 2 ans plus vieux que l'âge. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. C'est tout le temps le cas pour les Russes. Mais tu sais, mon Dieu, il y a 18 ou il y a 20? Parce que c'est ça. Il était tellement dominant, effectivement. Ce qui dépend. Vlasic a été très, très bon aussi. Du temps qu'il a joué à Québec. Oui, Marc-Edouard qui était aussi passé au podcast. Oui, c'est certain que c'est des joueurs marquants dans le sens que il était à Québec, puis moi j'étais à Québec aussi. Ça fait que on se rappelle de ces noms-là. C'est quoi ton meilleur souvenir de ta carrière d'arbitre? C'est une bonne question, mais moi j'ai fini ma carrière sur un match numéro 7. Wow! Ça peut pas être. C'était mon premier match numéro 7 en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec après 13 ans. Quelle année, quelle équipe? 2014, c'était Boisbriand, l'Armada contre le Drakkar à Bécomo. Wow! Fait que ça a été un super beau souvenir, ce match-là. Même ça a été mon dernier. Ensuite, j'ai fait une finale dans ma carrière dans le junior majeur, c'était en 2006. Puis c'est l'année qu'il y a eu la Coupe Memorial à Moncton.
puis la finale opposait les Wildcats avec les Remparts. Fait que, ça a été, Québec. un beau souvenir. J'ai fait le match numéro 3 à Québec, puis le match numéro 6 à Moncton. Fait que ça a été des super beaux souvenirs. J'ai fait une coupe de matchs là, des étoiles avec les Russes aussi. Puis surtout, ce que je retiens, c'est des souvenirs de temps passé avec des gars extraordinaires, des rides de char, des amitiés qu'on se crée. Puis, justement, j'étais allé en vacances là 2 semaines avec un ex-collègue qui est resté un ami même après ma carrière. Ça fait que, c'est des relations que tu crées aussi au travers le temps qui sont très, très riches. Puis, ça aussi, c'est un highlight de ma carrière, si on peut dire. Souvent, les joueurs, ils se souviennent de matchs où ils ont performé. Ils se souviennent de leur tel tour du chapeau, le premier but, le ci, le ça. Toi, souvent, il y a souvent des gars qui vont dire « Ah, ça, c'était mon meilleur match. J'ai marqué le but gagnant ou peu importe. » Est-ce que tu te souviens, toi, de ton meilleur match comme arbitre où tu te dis « Hey, j'étais vraiment dessus, là. J'étais dans la zone. Ouais. » Ton meilleur match ever? Ouais. Il y en a un, 2006, juste avant la finale. C'était demi-finale, Québec contre Batters, puis on m'assigne à Batters pour le match numéro 6. Ça n'a pas été un match facile, puis c'est le système à 3 à ce moment-là. Fait que, puis quand je suis sorti de ce match-là, je me suis, puis c'est un match qui me revient souvent en tête quand tu dis, là, penser à un match. C'est certain que ce match-là m'a sûrement propulsé vers la finale aussi, là, par la suite, là. Mais, il y avait eu beaucoup de pénalités. Mais j'avais l'impression d'avoir le plein contrôle de ce match-là. Puis c'est rare quand même. Je pense que les avantages numériques, ça avait fini 9-7. C'est rare dans un match de demi-finale, 6e match, où est-ce que il y a beaucoup de pénalités comme ça. Mais j'avais l'impression que j'avais été que j'avais bien performé cette journée-là. Ça m'a valu une sélection pour la finale la semaine suivante. Fait que ça a été bon. Le match 7 que je te parlais, je pense que c'est un beau souvenir. Ça avait été un match quand même assez discipliné. Ouais. Je pense qu'on avait fait un bon travail de ce côté-là. Est-ce que tu te souviens, puis là on s'amuse, mais est-ce que tu te souviens à l'opposé de ton pire match? Peut-être pas, c'est pire match, mais j'ai vécu une situation à Lewiston où est-ce que les bancs se sont vidés 3 fois. Pardon? 3 fois? Ouais. 3, 6 vides une fois, c'est genre suspension générale, 30 games, 3 fois. On est en quelle année? 76? 2003, me semble. Entre Noël et le jour de l'an. Le party du jour de l'an, t'as pogné à Lewiston. D'abord, okay. Les bancs se sont vidés 3 fois. C'était Bécomo contre Lewiston, ouais. Et voyons, c'était la guerre. Les 12 dernières minutes du match se sont jouées à 5 contre 5. Pas de spare sur le banc, là. Tu sais, pas rien. Tu avais les coachs avec les mains dans les poches de chaque bord. Il restait 10 joueurs dans le match. Et voyons donc. Puis là, tu sais, à un moment donné, tu poses des questions, là. Tu te second guess à savoir, qu'est-ce que j'ai manqué, pour en arriver là, tu sais. Mm-hmm. Puis mon superviseur-chef à l'époque, là, il avait pris le temps de regarder le match sur le vidéo, puis de faire une belle supervision à distance, là. Ça fait que... j'avais mon appréhension était la bonne, là, j'avais manqué une coupe, là, mais ça a été toute une expérience, me dire tu grandis de ces expériences-là. 3 fois les bancs qui se vident, mon Dieu, mais je Bécomo, à ce moment-là, jouait un style de jeu quand même assez robuste, là. Ouais. Il y avait une couple de clients pas faciles, puis Lewiston était capable aussi. Alors ça a donné ça. J'étais avec mon collègue David Tavroff, puis un des juges de ligne qui était basé à Lewiston aussi, Greg Dumais. Mm-hmm. Puis écoute, on s'en reparle même de temps en temps, Dave puis moi. De ce doux souvenir. Parlant de game pas facile, t'étais sur la glace lors de l'incident Cormier-Tam. Patrice Cormier, Michael Tam, qui avait aussi dépassé le cadre du hockey. Là, c'était devenu de l'ordre populaire. Raconte-moi comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé sur la glace, comment tu en as pris connaissance, ce match fatidique. Oui, 2010, si je me rappelle bien, janvier 2010. J'ai pas la date exacte, mais ça sonne. On était à Rouen, puis écoute,
Comment je l'ai vu? Ben, je l'ai vu comme tout le monde. J'étais quand même très, très bien positionné. C'était un match système à 4 à ce moment-là. Puis mon partner, c'était Jonathan Trudel. Puis on ne pouvait pas le manquer. Ce qui m'a marqué beaucoup, là, c'est l'ambiance qui régnait dans l'aréna tout de suite après. C'est quand les gens ont comme réalisé que Michael filait pas pantoute, là, puis qu'il était en convulsion sa patinoire. Aïe, aïe, aïe. Il y a comme eu c'était glacial, David. C'était mortuaire. C'était silencieux. Il m'a toujours me rappelé de ce sentiment-là. Fait que, puis tu sais, après ça, là, tu sais, t'es sur la glace, t'es dans le feu de l'action, puis il se passe ça, puis après ça, là, tu revois tout ça, là, par après. Puis là, c'était un dimanche soir, on était à Rouen, ça fait que moi, je revenais à la maison tout de suite après, ça fait que, tu sais, je prenais la route, mettons, je partais de Rouen vers 7 heures. Puis j'étais arrivé chez nous vers 3 heures du matin, tu sais. Colin. Puis, tu sais, à un moment donné, dans le voyage, entre Rouen et Québec, il y a toujours un moment où est-ce que, tu sais, l'adrénaline rebaisse un peu, tu sais, t'es plus relax un peu, sans dire que tu t'endors, mais tu sais, à un moment donné, tu sens que l'énergie rebaisse un peu. Mais ce voyage-là, David, c'est jamais arrivé parce que l'image de la mise en échec, l'image de Michael qui est sur la patinoire, ça a roulé dans ma tête quand même pendant un petit bout de temps. C'est assez marquant comme moment. Fait que j'ai pas eu de bassesse là, sur la route là, en venant de Rouen ce soir-là. Non, c'était assez marquant. Ouais, ouais. Il y avait une affaire que je vais te parler aussi. Je regarde ça. Bon, ça, je saute du coq à truie, comme dirait Sam Breton, mais à un moment donné, j'avais lu que c'est une phrase que j'avais lue dans un article, je pense que tu avais dit. Ils sont 36 arbitres et 46 juges de ligne dans la LHJMQ, ce qui inclut les maritimes. Et là, il y a la phrase qui m'intéresse. Olivier Simon et Marc Simard, 2 juges de ligne qui sont maintenant les 2 seuls, entre guillemets, rayés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, j'étais comme, ça veut dire quoi, ça, rayé? C'est peut-être juste l'expression le chandail rayé. Ah, OK. J'étais comme son-tu barré? Moi, c'est juste ça. Je pensais qu'il était barré du Saguenay après des incidents. Non. Ben, eux, c'est les 2 juges de ligne. Originaires. C'est les 2 juges de ligne locaux qui sont au Saguenay. OK. Ça fait ça. J'étais comme, mon Dieu, y a-tu des endroits où les juges de ligne ou les arbitres sont barrés parce que ça a trop mal été? Non. Il y a un article de Kevin Breton, que je salue, qui est un journaliste qu'on aime beaucoup, qui est à Radio-Canada, qui s'intéressait à l'influence de la foule sur les arbitres. Hein? Puis, la foule aime croire qu'ils ont une influence, les arbitres aiment croire que la foule en a pas. Et il s'intéressait à ça dans le contexte où, pendant la pandémie, il y a eu des matchs sans foule. Puis là, ils se sont dit, on va avoir un échantillon, un sample size, pour faire une micro-étude à savoir est-ce que ça a changé quelque chose. Et bon, je rentrerai pas dans les chiffres trop techniques parce que c'est peut-être un petit peu trop pointu, mais la conclusion était que, encore une fois, l'échantillon n'est pas énorme, là, je répète, mais que, bon, évidemment, traditionnellement, les équipes locales ont beaucoup plus d'avantages numériques que les équipes qui visitent. Et ils ont remarqué que, évidemment, l'influence de la foule, là, vu qu'il n'y avait plus de foule, ils ont remarqué que ça s'était un petit peu équilibré, que là, évidemment, ça avait un petit peu et là, ce qui penchait dans la balance pour la théorie, qu'en effet, la foule influence. Ça me rappelle d'ailleurs quand il y avait eu le documentaire là, de 24/7 là, d'HBO, puis que Peter Laviolette était venu à Montréal. Je pense qu'il coachait les Flyers à l'époque, puis il était parti en criant « Classic Montreal! This is typical Montreal! » Les arbitres ont encore volé le show. Voilà. Tout ça pour dire, tu avais participé à cet article-là où tu avais répondu à Kevin en disant oui, mais en portant un certain bémol. Qu'est-ce que tu as tiré de cette... encore une fois, là, c'est pas une étude officielle comme telle, mais de cette J'aurais juste aimé ça qu'on le voie sur plusieurs saisons. T'sais, comme tu dis, je pense que l'échantillonnage est petit un peu. Ça me donne quand même une idée. Mais comme tu dis, j'ai toujours eu de la misère à croire que la foule pouvait avoir une certaine influence. Inconsciemment, peut-être. Peut-être inconsciemment, je le sais pas. Mais moi, là, j'ai un travail à faire. Puis, je vais le faire, peu importe la circonstance, puis peu importe. C'est certain que je ne sais pas à quel point ça peut influencer certaines personnes, mais je te dirais que moi, de mon bord, puis même à la limite, là, des fois, là, tu te dis
quand que la foule réagit, c'est parce que tu fais bien ton travail. Tu sais, parce que les gens ils ont un parti pris, c'est certain. C'est que, tu sais, faut essayer le plus possible de te détacher de ça. Je sais que c'est pas toujours évident, tu sais. Je te dirais pas, là, tu sais, ma première game devant 10 000 personnes, là, tu sais, il y a un élément de stress qui embarque, mais de là à dire que ça va venir influencer le cours de mes décisions, il y a quand même une marge importante, mais j'aurais été curieux, tu sais, que j'aurais pas voulu que ça continue à jouer à huis clos de même, là. Ouais. Mais tu sais, j'aurais aimé ça, voir la tendance, exemple, sur plusieurs saisons. C'est vrai que sur une saison, tu sais, puis Kevin, tu sais, il m'avait partagé les chiffres et tout ça, puis tu sais, c'était super intéressant quand même comme étude. Ouais. Mais tu sais, c'est certain que nous, en tant qu'arbitre, on a un peu de misère à penser que, tu sais, la foule peut avoir une certaine influence là-dessus, puis tu sais, tu poserais la question aux fans des Remparts à l'époque, puis tu sais, ils vont tous te dire que j'étais contre eux autres. Puis il n'y avait pas tort! Non, c'est pas vrai. Il n'y avait pas tort, c'est ça. Mais c'est parce que tu soulevais aussi... Nul n'est prophète en son pays, là, tu sais. Exact. Tu soulevais aussi d'autres facteurs, comme par exemple que les équipes locales ou à l'étranger ne jouent pas nécessairement de la même manière, tu sais, quand tu as le dernier changement. C'est qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi influencer peut-être un peu la chose. Oui, parce que, tu sais, tu opposes ton meilleur trio en tant qu'équipe locale au quatrième de l'autre côté. Et le quatrième a un petit peu moins de rapidité, un petit peu moins d'habileté. Des fois, peut-être tendance à prendre plus de pénalités dans ces situations-là. Tu sais. Ouais, ça peut être très possible. Est-ce que c'est sûr que tu as dû voir ça quand c'est passé, le cas de l'arbitre Tim Peel, qui s'est fait pousser à la retraite un peu plus rapidement que prévu à la suite d'un incident où son micro est malencontreusement, en tout cas pour lui, resté allumé. Puis alors qu'il collait, je pense que c'est une punition contre Nashville, puis il a dit « Ah, mais je collais la première contre Nashville anyway. » Fait que, puis là, évidemment, quand ça s'est su, oups, ça paraissait pas très bien. Il a perdu sa job. À quoi t'as pensé quand t'as vu ça? Ben, tu sais, c'est un peu le cas classique qu'on disait tantôt. Tu sais, gérer le match versus arbitrer. Lui, là, il a décidé qu'il gérait de cette façon-là, ce soir-là. Il va donner la première punition à Nashville anyway. Tu sais, c'est-tu là qu'on va aller aujourd'hui? Tu sais, tu sais, je pense pas, honnêtement. Tu sais, Tim a mal paru là-dessus. Tu sais, veut pas. La Ligue aussi a mal paru là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que il y a un message qui a été envoyé, là, tu sais. Je pense que le fait que Tim Peel prenait sa retraite cette année-là, je pense que ça a facilité la décision de la Ligue nationale de mettre fin prématurément à sa carrière. Ouais. Je suis pas convaincu que s'il n'avait pas annoncé sa retraite, qu'il l'aurait mis dehors, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est mon j'imagine opinion, aussi qu'il a quand même gardé son package de retraite, là. J'imagine que ça n'a pas annulé toutes ses années de service. Je sais, tu sais, je suis pas au courant, j'imagine pas, là, tu sais, je veux dire, le gars, il a arbitré 20-25 ans dans la Ligue. Mais c'était-tu commun, ça? C'est-tu quelque chose comme toi, arbitre, que tu as souvent fait de bon, à soir, je colle la première punition contre telle équipe, je vais envoyer un message? Ah, j'ai de la misère avec ça, non. Non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Tu colles ce qui arrive, ça agace, puis, tu sais, non, je suis jamais allé là, honnêtement. Je sentais pas le besoin d'aller là. Moi, tu sais, j'essayais d'être le plus professionnel possible dans ce que je faisais. Puis, je pense que je pense que les équipes étaient capables de le reconnaître aussi. Tu sais, à un moment donné, tu te fais un nom aussi, là, tu sais, quel genre d'arbitre que t'es, tu sais. Puis, tu sais, je pense pas qu'on n'a rien à gagner d'aller dans cette tangente-là non plus, là, tu sais. Non, je pense pas. Personne, tu sais, il y a pas personne qui va gagner au change, là. Surtout pas l'arbitre qui décide de dire, ben, hey, OK, à ce soir, là, c'est Québec contre Rimouski, là. La première, ça va être à Rimouski parce que la dernière game, Serge Beausoleil, il me fait suer, là. Fait que, ça ne marche pas de même, là. Je pense pas. Pas de rancune, là, tu sais, là. Puis, t'as peut-être vu l'article, tu sais, à un moment donné, j'ai commenté l'article de, tu sais, à un moment donné, il y a eu une controverse à la Coupe Memorial, ou à la finale 2015, là, tu sais, Philippe commentait, puis Philippe Boucher commentait au niveau de l'arbitrage, tu sais. Je pense pas que les gars se lèvent la nuit pour haïr tel joueur ou telle équipe, là. Les gars, ils embarquent sur la patinoire, puis ils ont un travail à faire, ils ont une job à faire, puis ils la font, puis, tu sais, pas plus que ça, là, tu sais, on n'a pas d'intention ou quoi que ce soit, là. Il y a pas il y a pas de rancune, là, qui est reliée à ça, là, en bout de ligne. Moi, je pense que une des capacités que l'arbitre doit avoir, c'est quand c'est fini, à un moment donné, il faut que tu tournes la page, puis tu passes à
un autre appel. Parce qu'il y a eu des situations où est-ce que, tu sais, exemple, un soir, là, t'arbitres les Remparts le vendredi soir à Victoriaville, puis ça va plus ou moins bien avec Patrick Roy, puis le lendemain, là, tu repognes les Remparts à la maison le samedi, puis, tu sais, je veux dire, c'est une page blanche, puis on recommence. Pas le choix, sinon ça finira jamais. Sinon, ça finira jamais. Le métier d'arbitre évolue aussi, on le voit même dans la Ligue nationale, avec les technologies. Hein? C'est rendu qu'il y a beaucoup plus de reprises. C'est assez récent que les juges de ligne peuvent revoir, on peut challenger des offsides. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, évidemment, avec les caméras, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de toute cette évolution-là technologique, puis qui change le métier, puis qui l'adapte, en tout cas, au jour d'aujourd'hui? Exactement. Ben oui, tu sais, la technologie est là. Alors, servons-nous de cette technologie. Moi, tu sais, je dis bravo à ça. Tu sais, à un moment donné, on veut pas non plus nécessairement... Je pense pas qu'on veut un jour se retrouver dans une situation où est-ce que c'est juste la technologie qui va tout gérer. On commence à le voir un peu au baseball, hein, avec les zones de prise et tout ça. Tu sais, l'aspect humain, pour moi, est important. Oui, la technologie est là comme outil. Puis, tu sais, ce qu'on veut à la fin de la journée, là, c'est qu'on veut que le bon appel sur la patinoire soit fait. Tu sais, moi, j'aime les initiatives qu'ils ont maintenant dans la Ligue nationale de pouvoir même réviser une pénalité. Tu sais, peuvent la réviser pour voir si c'est une pénalité majeure ou une pénalité mineure. Tu sais, ça va tellement vite, David, sa patinoire. Ouais. Ça va vite. Puis l'arbitre a à peu près une demi-seconde pour prendre sa décision de dire, tu sais, c'est une mineure, c'est une majeure. Fait que, tu sais, j'haïs pas, moi, la part de la technologie pour ça, pour les hors-jeux aussi. C'était à la suite de l'incident Joe Pavelski, là, en série, tu t'en rappelleras peut-être, contre les Golden Knights, qui était tombé par en arrière, s'était frappé la tête. Puis punition majeure, d'ailleurs, parlant du livre de règlement, moi je connaissais pas parce que je savais pas pourquoi une punition majeure avait été appelée, tu sais. Quoi que j'étais content, là, je prenais pour les Sharks, c'est pas ça que je dis, mais sur le moment, j'ai fait OK, qu'est-ce qui amène à ça? Puis j'ai appris plus tard que quand il y a une blessure à la tête ou segment de la tête, quelque chose comme ça, il y avait un truc noir sur blanc dans le livre de règlement qui était le règlement auquel l'arbitre avait fait directement appel en appelant une punition majeure. Là, évidemment, on sait ce qui est arrivé. Trois buts back-à-back, prennent les devants. Bon, là, Vegas régalise, puis finalement, les Sharks ont gagné en overtime, Barclay, Goodrow. Et là, ils ont fait, là, on voudrait plus que ça arrive. Et l'arbitre, justement, devait... c'est sûr que ça t'est arrivé quand tu rates un appel, tu veux pas qu'un but soit marqué sur cet avantage-là numérique, ou tu veux... C'est sûr. Tu veux pas que ça arrive, mais, tu sais, faut l'accepter. Des fois, ça va arriver, là. Tu sais, c'est déjà arrivé quand même. Là, tu sais, à un moment donné, le bras, il lève, là. Ouais. Tu peux pas leur descendre. C'est ça. Caroline. Excuse-moi, tu sais, tu parlais au coach, excuse-moi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, le bras, il lève, là. Le bras, il lève tout seul, puis je suis dans le champ, tu sais. Arrange-toi pas pour que ça arrive une deuxième fois, mettons, dans le même match, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver, là. Tu sais, je veux dire, il y a un élément quand même humain à travers de ça, tu sais. Il faut tenir compte. Mais, tu sais, la technologie peut être bonne quand elle est bien utilisée, puis, tu sais, comme je disais, moi, je pense que c'est important aussi, l'aspect humain est important aussi là-dedans. Oui, il y a d'autres choses, parce que le baseball aussi, c'est un exemple très technique. Je veux dire, c'est une strike zone. Mais là, cette portion-là, il n'y a rien d'humain, c'est vraiment in or out, mais il y a, au hockey, je pense qu'il y a plein d'autres affaires, tu sais, puis je pense que les arbitres aussi, pour les buts, vont rester au baseball. Puis, tu sais, avec la technologie aussi, tu sais, t'évites certaines situations où est-ce que, tu sais, à l'époque, c'est drôle, c'est ça, tu sais, un gérant au baseball ou un coach, tu sais, va crier ou va contester vivement. Mais là, tu sais, on a la technologie pour dire, hey, attends un peu, là, tu sais, on va aller voir, là, tu sais, on a les outils pour le faire, puis ça évite certaines controverses. Et ils ont permis au hockey qu'une punition majeure soit baissée à une mineure, mais une fois que tu avais collé la punition, tu ne pouvais pas non plus, si tu avais collé une majeure, éliminer. Mettons que tu te rends compte que c'était une erreur. Puis là, je pense qu'il semblait dire qu'ils vont pouvoir le permettre. Là, peut-être qu'ils vont effectivement. Parce que si, mettons, tu te rends compte que tu réalises que c'est le gars qui s'envoie son propre bâton d'en face, c'est ça. Tu veux pas donner une mineure non plus, c'est juste pas le bon call. Fait que tu veux corriger la chose. François, Colin, c'est-tu moi ou ça a passé vite?
Hey, on a fini. Écoute. On continue. Ouais, c'est ça. On part toute la journée. Écoute, avant de laisser, je sais pas s'il y avait des anecdotes ou des affaires de ta carrière que tu te dis, mon Dieu, mais faut que parce que tu sais, j'imagine que tu te ramasses avec un greatest hits un moment donné de tes meilleures anecdotes. Ouais, on a quand même fait une bonne tournée, David, ouais, je dirais. On a parlé de Patrice Cormier, Michael Tam, on a parlé des matchs mémorables, le match à Lewiston. Exact. Ben oui, ça c'est. Tu sais, j'ai vécu aussi, j'ai arbitré 2 championnats canadiens universitaires. Les gens ne connaissent pas le calibre de hockey universitaire au Québec, malheureusement. C'est vrai. C'est quelque chose qu'on pourra peut-être, tu sais, j'aimerais ça qu'on le développe, ce système-là, un jour, tu sais. Mais c'est tellement du bon hockey. Puis moi, j'ai eu la chance, justement, 2008 à Moncton, 2012 à Fredericton. C'est incroyable, là, le calibre de jeu qui se joue là. C'est un calibre qui est méconnu. Si les gens dans le coin de Trois-Rivières allaient voir ça, les gens à Montréal allaient voir McGill, allaient voir Concordia. Vraiment du bon hockey. Fait que tu sais, j'ai été chanceux de pouvoir vivre ces expériences-là aussi. Encore là, tu sais, des moments mémorables, des relations qu'on a créées. J'ai été arbitré aussi une couple de fois dans les autres ligues juniors canadiennes. Il y avait un programme d'échange aussi qui existait à l'époque. Je suis allé une couple de fois dans l'Ouest, je suis allé une fois en Ontario. Ça, ça aussi, ça a été des moments mémorables. Mais tu sais, pour le reste, David, je pense qu'on a fait une belle tournée. Ben oui, peut-être que ton gars va écouter le podcast puis en apprendre une coupe. Je vais y envoyer le lien, ça c'est sûr. Pour l'inspirer. Puis parlant de ton fils, puis parlant d'arbitrage, puis je pense que comme mot de la fin, j'invite tous les gens qui nous écoutent, les jeunes et les moins jeunes, à essayer l'arbitrage au moins une fois. Je sais que des fois on est barré dans notre point de vue de joueur, mais c'est le fun d'être arbitre. C'est vraiment le fun. Puis tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. As-tu déjà été arbitre, David? Moi, j'ai été arbitre pas de manière dans des ligues organisées, mais je l'ai fait des fois dans des contextes où j'étais blessé, puis j'ai dit je vais aller arbitrer des matchs. Puis c'est con là parce que comme je te dis, c'est pas en guillemets du vrai arbitrage, puis j'ai pas fait le truc, mais juste des micro-expériences en termes de positionnement. Hey, où est-ce que tu te mets sur la glace? Comment tu fais pour te tasser du chemin? Comment tu fais pour voir les choses à droite, à gauche, voir la game aussi de la glace? Là, t'es pas dans les estrades avec une vue d'ensemble, t'es dans l'action. Juste ça m'a donné un heads up de attends, je sais pas où me mettre dans telle situation, je sais pas comment me mettre dans telle affaire. Puis là, je te parle d'un côté très, très amical, dans d'un calibre, je veux dire, très amical, mais Charles Pellerin, qui est un humoriste, qui est un collaborateur fréquent, lui a vraiment arbitré. Puis j'ai dit t'as arbitré, tu sais, puis il dit oui, puis il dit je tripais, puis il dit je voulais monter, mais tu sais, on parle de pénurie, ça va à tous les niveaux. Il dit on n'était pas scoutés. On n'avait pas beaucoup la chance d'être dépistés. Faut qu'ils viennent te voir, tu sais, parce que là, on pense à ça. Vous pensez aux parents qui viennent voir la game, mais il y a des gens qui viennent voir les arbitres, les évaluer, les faire monter. Puis Charles aurait aimé ça, monter en arbitrage, mais il n'y avait pas la chance d'être dépisté, malheureusement. Donc bref, voilà. On essaie, puis tu sais, c'est ça, on essaie justement d'aller voir des matchs, tu sais, justement pour déceler des talents. Puis, mais t'as raison, tu sais, ça amène une autre perspective au match. Tu sais, du point de vue de l'officiel. C'est que oui, tu sais, encourageons les gens. Tu sais, on parlait des jeunes tantôt, mais tu sais, c'est peut-être les moins jeunes aussi, là, tu sais. Tu sais, vous êtes père de famille, tu sais, des fois, vous voulez voir le match d'une autre façon. Essayez-le. Tu sais, votre fils arbitre, vous voulez embarquer avec votre fils. C'est des moments où, je vous le dis, là, je l'ai vécu l'année passée, puis je vais encore le revivre cette année, tu sais. C'est des moments super privilégiés. Ça fait que, tu sais, je pense qu'il faut encourager ça, effectivement, parce qu'on a un besoin. On a besoin qu'il y ait criant, puis tu sais, au hockey mineur, puis même dans nos, tu sais, avec Hockey Québec, les ligues provinciales, tu sais, l'année dernière, on avait 48 ou 49 arbitres, des nouveaux arbitres dans le programme. Ça fait que, tu sais, on a beaucoup de possibilités aussi de ce côté-là. Fait que faut continuer de travailler, puis il faut continuer de garder en tête que l'arbitre est un être humain aussi. Donc, comme mot de la fin, là, je pense que ça pourrait être bon. Ça. Oui, parce que je pense que c'est la chose auquel les gens dans la foule pensent pas. Oublie, oui. Écoute, merci énormément, François, pour ce tour d'horizon. Puis sur le mot de la fin, je te dirais, t'en manques une bonne ref! Mais non, c'est pas vrai. Merci à toi, David, puis à toute ta gang là, de l'invitation. C'est super apprécié. Ça fait plaisir, puis c'est toujours le fun de recevoir des gens des perspectives différentes. Donc, merci. Passe une excellente journée, puis à bientôt, je l'espère. Salut, David. Merci.
Merci énormément, François, d'être passé au podcast. Je vous rappelle, soyez gentils avec vos arbitres là, locaux, régionaux, professionnels, peu importe. C'est une job, respectez-la. Faites preuve d'empathie, puis arbitrez vous-même. Il manque d'arbitres. Une grosse pénurie au Québec. Sinon, je vous rappelle, je suis à Québec ce dimanche 20 novembre, Montréal 1er décembre, davidbocage.com. On se voit la semaine prochaine. OK, bye-bye now!